Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, jeudi 21 mars. Bonjour. Et vous, Gilles. c'est quoi votre salaire? Moi, c'est 3 Ferrari et 2 tickets resto. Arnaud Ducret est avec nous. Bonjour. On est ravis de vous recevoir ce matin pour parler de Mercato, la série qui a cartonné déjà en audience la semaine dernière sur TF1. C'est tous les jeudis et franchement, moi je les ai reçus à l'avance, donc je les ai enquillés parce que c'est addictif. Franchement, c'est. Mais vous savez quoi, j'avais pas vu tous les épisodes. J'ai fait. Dimanche, je me suis fait engueuler par ma femme parce que je n'avais pas vu le 6 et tout. Et je lui dis, mais attends, j'arrive plus à m'arrêter. Elle me fait, non, tu m'attends. Et je vais regarder ce soir d'ailleurs avec les gens. C'est un peu ça. Donc, j'arrivais pas à m'arrêter. Je disais, bon, je vais m'arrêter. Puis, j'en ai vu 2, ça va, j'ai compris. Puis, ça va vite. Ouais, ça va vite, c'est drôle, c'est moderne. C'est moderne, c'est un propos assez iconoclaste et pas politiquement correct parce que ça se passe à Marseille et que on a un peu les clichés de Marseille. Mais c'est très drôle et la bande qui a été constituée autour de vous, l'équipe, avec Manon Azem et Ilyes Kadri, Fawed Naba, voilà, tout ça c'est vrai. Et Pierre-François Martin Laval, qui est le commissaire PEF. Voilà. On va en reparler avec vous dans un instant. Et donc vous regardez ou pas les séries, vous, quand vous ne jouez pas dedans? Ouais, ça m'arrive, bien sûr. J'ai regardé l'autre fois, c'était Toulouse-Lautrec, voilà. C'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Voilà, je jette un œil. HPI, j'ai regardé également, donc je m'intéresse. Est-ce que vous avez regardé la fabrication de We Are the World, puisque vous êtes fan de Michael Jackson? Alors, monsieur, j'ai la cassette VHS de l'époque que j'ai déjà vue, donc mais j'ai réappris des choses et j'ai re-regardé. Bien évidemment, j'ai mangé formidable documentaire sur Prime Video. Oui. Non, sur Netflix. On vous le recommande vraiment. Avec un Al Jarreau bourré. Ah oui, ça je ne savais pas. Moi non plus. Al Jarreau bourré et surtout Stevie Wonder qui donne la partition à comment chanter. Comment il s'appelle, pardonnez-moi, je vais oublier son Bob Dylan, merci. Il lui dit, chante-le comme ça marchera. Incroyable. Et que chacun donnait son avis, le bordel que c'était. On va passer au zapping. Documentaire. Oui, mais je soufflais pas comme ça. C'est pas un supplice. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est à l'interview, on ne se souvenait pas de mon zapping. si. Déjà, j'étais chez le coiffeur, vous m'avez rien dit. Vous ne me regardez plus. Mais non, c'était c'est le printemps, c'est le 21 mars. J'ai fait ma coupe de printemps. Comme un avion sans aile, Boeing n'en finit pas avec les déconvenus et les incidents. Quotidien nous a fait une revue de détails. Il faut dire que Boeing fait un peu la une de tous les journaux à la télé américaine. Qu'est-ce qui se passe depuis des mois? Les déboires s'enchaînent pour le constructeur américain. Dernier problème en date ce lundi. Un Boeing a piqué entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande après que le pilote a perdu quelques secondes le contrôle de l'appareil, projetant des dizaines de passagers au plafond. Au moins 50 passagers ont été blessés, 13 hospitalisés. Le même jour, un autre Boeing a dû atterrir d'urgence à Sydney à cause d'une fuite hydraulique. Vendredi dernier, c'est un Boeing 737 MAX qui est sorti de la piste lors de son atterrissage à Houston. Et la veille, atterrissage d'urgence, cette fois à Los Angeles pour cet autre Boeing, parti quelques minutes plus tôt de San Francisco. Une roue est tombée du Boeing juste après le décollage. Le pneu est tombé dans un parking aux alentours et a causé de nombreux dégâts aux voitures qui étaient garées. Vous avez peur en avion? Non, mais alors tous les gens. Non, j'ai pas peur. Non, j'adore ça moi. Ouais. J'ai pas du tout peur en avion. Mais quand j'entends les gamins qui me disent ça sert à rien la stature, regarde à quoi ça sert parce que les gens ont été projetés sur le plafond. Ouais, c'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit moi je préfère Airbus à Boeing. Et il paraît qu'il y a des gens qui maintenant regardent. Quels sont les avions? Vous aussi, Gilles? Moi je regarde tout. Je regarde l'immatriculation. Je regarde l'achat à l'avion, c'est terrible. En 2020 pour M6, vous tourniez Un homme ordinaire où vous jouez Christophe de Salin. Christophe de Salin, en fait, dans la réalité, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Alors l'affaire est toujours vivant. Et voilà, l'affaire est de nouveau. Vous me voyez venir. Qui n'a pas tué sa famille. L'affaire est donc de nouveau sous les projecteurs. Et hier, dans C'est à vous, Damien Delceni, qui est journaliste au Parisien, est revenu. Pour lui, évidemment, c'est un délire de la sœur. C'est quoi cette histoire d'exfiltration? En quoi ça consiste? Depuis quand on exfiltre des gens en tuant d'autres pour les remplacer? On peut très bien exfiltrer des gens. Ça arrive dans les services secrets qu'on exfiltre des agents à l'étranger. Ils auraient pu pour ça qu'on met d'autres corps à la place. Il n'y a pas d'explication à ça. D'ailleurs, quand ils sont interrogés précisément là-dessus, c'est pas très clair. Et puis alors, on va chercher des corps où? Alors en Espagne, parce qu'il paraît que dans les morgues en Espagne, on rentre, on prend des corps, on repart avec. Enfin, voilà, moi je pense que c'est une croyance. Donc comme c'est une croyance, peut-être des gens vont y croire, mais après il y a un dossier, il y a des constatations, il y a des analyses scientifiques, il y a toute une enquête autour.
Je pense qu'en fait, on se trompe de débat, en fait. Le vrai débat aujourd'hui, c'est de savoir s'il est vivant ou s'il est mort. Ça, c'est un vrai débat. Et ça, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. Il y a des thèses, il y a des théories, il y a des éléments factuels. Mais de savoir qui est sous la terrasse, c'est pas un débat. Ouais. Vous avez vu, j'imagine, la sœur de Xavier Dupont. Non, vous l'avez pas vu. Si, je l'ai vu, mais déjà, moi, quand j'avais tourné ces épisodes, effectivement, cette série, il y avait déjà avec Pierre Akinine qui avait réalisé, on parlait déjà de ça, que la sœur, sa sœur, pardon, pareil, pensait qu'il était, que agent secret. Enfin, il y avait tout un truc là-dessus. Je ne sais plus quels sont ces termes, mais effectivement, c'est la vraie question, c'est de savoir s'il est mort ou pas. Ça, c'est une vraie question. Vous savez qu'avant que la série passe, il y avait eu ce mec qu'ils avaient retrouvé à l'aéroport. Oui, avec la ligne du Parisien. Vous vous souvenez, juste avant que la série ne passe. Ça, c'était cool. C'est vous qui avez fait le coup. Mais non, parce que je vous ai dit, si jamais il est vivant, c'est mort. Et retrouvé, la série, elle marche plus. La série, ça tombe. Et parce que tout le monde voudra plus la réalité que la série. Et bon, donc, et non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait un coup de gueule hier sur la responsabilité des journalistes qui reçoivent la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès. La maman était déjà dans une limite sectaire. Elle était dans une secte. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'arrières. Qu'elle écrive son livre, qu'elle pense ce qu'elle veut, mais que des journalistes lui consacrent 2 heures d'antenne ou la reçoivent dans un talk show, je trouve ça absolument dément. Il y a beaucoup de journalistes qui consacrent 2 heures à des gens où tu te demandes ce qu'ils font là. C'est vrai aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, ce rôle-là ou le rôle du père de Grégory Lemarchal? C'est deux histoires tellement opposées, mais effectivement, alors on va dire dans toute l'amour, la joie, la positivité, c'est cette famille qui est la famille de Grégory Lemarchal, les parents, ça c'est extraordinaire. Et puis ce parcours de cet artiste formidable. Quand j'ai tourné, effectivement, inspiré de la vie de Xavier Dupont de Ligonnès, il y avait des moments assez horribles. Je me disais, mais quelle solitude aussi de s'enfermer, parce que c'est ça qui moi, quand je tournais et que je jouais ce rôle, c'était la solitude. C'est qu'en fait, il n'a qu'une vérité, c'est la sienne. Et je me disais, mais tout ce qu'il dit aux gens, le regard que tu vas lancer à ton enfant n'est même pas vrai. Tu sais, toi, au fond de toi, que ce qui va se passer. Je trouve ça horrible. Et il y avait des vrais moments avec Pierre Akinine, quand il a tué un des enfants, présumé tuer un des enfants en tirant dans la nuque, dans la tête. Il y a eu un petit moment de silence juste derrière cette scène qu'on a tournée, et je me suis dit, mais c'est arrivé, quoi. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Une autre affaire qui refait surface, Valérie, que vous connaissez bien, celle du petit Grégory. Alors hier, dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur judiciaire, Michel Marie, a indiqué qu'on connaissait le meurtrier devant des chroniqueurs médusés. Il dit on connaît l'identité de l'assassin. Bah oui, mais nous aussi. C'est qui ? On risque d'avoir un procès en donnant son nom. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche. C'est un présumé. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche et les époux Jacob, merci, qui ont participé à ce crime. Il a dit une énorme connerie hier, je l'ai vu en direct. Oui, puisqu'on peut dire à nos auditeurs que votre mari a été un des premiers à parler de l'affaire et être sur place. L'affaire du début à la fin, mais à un moment il a dit parce que il faut se souvenir que comment s'appelle la petite rouquine Muriel Boll. C'est pour moi qu'il est tué. C'est pour moi qu'il est en voiture. C'est ça. Muriel Boll avait avait confessé que c'était Bernard Laroche aux gendarmes. Elle est partie le week-end dans sa famille. Le lundi, elle est revenue. Elle a confirmé au juge d'instruction. Et donc, c'est consigné dans le dossier. Ce qui est chez les gendarmes n'est pas consigné, mais ce qui est chez le juge d'instruction fait encore partie du dossier. Or, il a dit on ne peut pas se servir de ce témoignage. Si, on peut s'en servir. Voilà. Précision de Valérie Expert. Je vous ai compris, Arnaud Ducret, vous qui étiez il y a moins de 15 jours en Général de Gaulle dans les concerts des Enfoirés. Ah oui. Et oui, Claudia, vous avez vu, on connaît par cœur votre carrière, quel travail incroyable. Claudia Tagbo était dans C'est à vous il y a quelques jours, et c'était sa première participation, sa première fois. Alors elle a avoué, vous me direz si vous faites la même chose, qu'elle oubliait de chanter quand vous étiez tous en train de chanter, et qu'elle aimait aussi faire du yaourt. Écoutez, c'est très drôle. Quand on arrive, on se prend une vague. La première fois, j'avais mon micro, j'ai même oublié de chanter. C'est Christophe Willem qui a fait. Je fais oui. J'étais comme ça. C'était énorme. Non mais c'est vrai, j'ai oublié de chanter. Il me faisait. Je fais oui, c'est à moi. Pour vous, le plus dur, c'était plutôt les paroles, Claudia, parce que vous avez l'habitude de chanter en yaourt. Oui, toujours, ça n'a pas changé. J'adore chanter à yaourt parce que je trouve ça beaucoup jouissif. C'est beaucoup plus facile, excuse-moi. Non, parce qu'il faut tomber dedans. Parce que le truc, c'est que quand tu es en soirée, imagine.
Elle maîtrise, mais ouais, c'est ça. Ça va tomber dedans, c'est ça que je veux. Mais même quand elle connaît les paroles, elle préfère faire du yaourt, Claudia. Vous savez faire du yaourt? Je fais très bien du Michael Jackson yaourt. C'est mais Claudia, elle était je me permets de le dire, elle était hyper, je la connais. Hein. Claudia, c'est une vivante, elle rentre dedans, elle a de l'énergie. Là, on ne l'entendait pas. Parce que c'est vrai que quand tu arrives dans les Enfoirés au début, alors après, au bout de quelques jours, parce qu'on fait une semaine de répète, au bout de quelques jours, elle s'est détendue et tout, mais je sentais, au début, Claudia, ne m'en veux pas si je dis ça, parce que je suis sûr que elle était toute stressée. Et tu voyais bien, je sentais, parce que bon, maintenant, ça fait 3 ans, moi, mais c'est pas évident quand tu rentres dans les Enfoirés. Elle n'est pas chanteuse. À la base, voilà, et puis il y a beaucoup de monde, et puis tu veux faire les choses bien, donc effectivement, tu prends les choses à cœur. Quoi. Et pour finir, Valérie, c'est mon jour de gloire aujourd'hui. Enfin, vous allez kiffer mon dernier son, parce qu'elle n'aime pas, je mets un son musical pour finir mon zapping chaque jour. 9 sur 10, j'aime pas. Mais là, je vous propose d'écouter Alain Chamfort. Ah, ça, j'aime bien. Je savais. Serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales. Fugace, c'est le pain, on est d'accord. Pardon ? Fugace, c'est la pâtisserie, c'est ça ? Et donc, il a présenté son nouvel album dans cet dernier album. Et dernier album. Il a dit qu'il arrêtait. Donc, c'était l'ultime album. Voilà. On se retrouve dans un instant avec un peu plus d'énergie et de gaieté. Parce que là, vous nous plombez bien. Je vous mets du Alain Chamfort. Je vous remettrai un peu de rap. Voilà. Arnaud Ducret est avec nous et on se régale avec Mercato, la nouvelle série de TF1. Nouveaux épisodes ce soir. Franchement, si vous n'avez pas le moral, si la dette de la France vous pèse, mais quelle dette? Conseil. Il paraît, on a découvert qu'il y avait une dette. Putain, on en donne de l'argent quand même en plus. Hein. Voilà, Mercato ce soir sur TF1. À tout de suite avec Arnaud Ducret. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Arnaud Ducret. On est ravis de le recevoir. Je lui parlais de son sketch du Ouigo, qui est très réaliste. Là, vous remontez pas sur scène pour l'instant ? Non, pour l'instant, je vais me consacrer à la télé, au cinéma, mais au théâtre. Par contre, j'aimerais bien. Je suis en train de lire des choses pour. Ah oui. Ouais, j'ai envie de jouer avec des gens, voilà, sur scène. Alors, des séries, on a évoqué certaines de vos séries dans la première partie, et là, c'est Mercato, donc qui a cartonné en audience, plus de 4 millions de. Gros succès. Plus de 4 millions de téléspectateurs. Oui, succès sur le replay aussi. Oui, succès sur le replay. Mercato, donc c'est une série créée par Jérémy Marcus et on vous retrouve donc à Marseille. Ouais. Vous êtes muté suite à une connerie que vous avez faite. Une énorme bourde. Donc vous êtes flic à la financière. Je me suis demandé si c'était très réaliste que vous retrouviez chef de groupe à Marseille. En fait, c'est surtout que c'est pas chef de groupe à Marseille. Ce qui est réaliste, on va dire, c'est que le mec quand même qui me fait muter, qui appuie pour que je me fasse muter, en fait, je vais me rendre compte qu'il. Oui, c'est l'amant de votre femme. C'est l'amant qui va devenir de mon ex-femme. Voilà, et donc tout est un peu. Voilà, et les mecs ils se disent pour bien me faire morfler, comme je me suis mis Marseille à dos, on va le faire partir là-bas. Oui, parce que vous avez tué le joueur. Non, pas tué, blessé le joueur. Le Mbappé. La prochaine star de l'OM. J'ai tiré dessus, le tiré sur l'assaillant. Voilà, et vous vous retrouvez à Marseille, et là, ça y va. Franchement, il y a un auditeur qui me dit mais il a fait un régime, il a fait un entraînement spécial, parce que vous êtes fit, vous courez. Ouais, je suis fit, et encore je me vois l'écran, je dis. Ou alors vous avez une doublure. Non, en revanche, non, mais par contre, vous savez quoi, c'était tous les jours poulet, riz, haricots, le soir, ça là. Ah ouais, c'était 5 mois de tournage. Je peux vous dire que j'ai rangé mon frein parce que j'aime la bouffe et j'aime bien boire. Et donc j'étais mais après il fallait être en forme. Franchement, il fallait être en forme. Faut être là quoi. Même pas une bouillabaisse à Marseille. Je déteste la bouillabaisse. Alors il y a quoi à Marseille il n'y a pas une spécialité marseillaise non, je n'ai pas la spécialité en tête là, mais j'aime la bouffe. Alors, et puisqu'on parle de ça, Valérie, vous savez qu'avec Manon Azem, ils ont dû apprendre les expressions et les langages de Marseille. Écoutez. Arrête de m'emboucaner avec tes histoires de fada. Arrête de me faire chier avec tes histoires de merde. C'est Café de Calus, allons ailleurs. C'est mort pourri, allons ailleurs. C'est rempli de gens pas très sympas. Par contre, il est complètement impayé, ce Jobastre. Il est complètement fou, il est complètement bourré, ce connard. Allez, Bouleg, sinon il n'y aura plus de dégain. Allez, balance, non? Non, balance. Pas du tout. Allez, casse-toi, il n'y aura plus personne. Ah. Bouleg. Oh, bonne mère, je me suis cagué au bras. Caguer, c'est faire caca, non? Je vais cailler. C'est caca. Caguer, c'est faire caca, c'est sur un petit. Et oui, ça veut bien dire faire caca, et ça vous avez pâté ça. Mais après, avec le souvenir, je me souviens de potes à moi à l'école qui disaient j'ai caillé, j'ai souvenir. Il y a un auditeur qui nous dit c'est tellement drôle, c'est un Camelot chez les flics.
Un Kaamelott chez les flics. Ouais, je sais pas. C'est marrant qu'il dise ça, c'est drôle, pas sur les 2 premiers, peut-être qu'il a vu les autres épisodes, mais il y a un truc où c'est Simon Astier qui a réalisé 3 autres épisodes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et très talentueux. Simon, d'ailleurs, il est dans la série, parce qu'il a aussi un personnage dans la série, qui fait des enquêtes parallèles, bidon dans le commissariat. Et donc, peut-être que, on a tout d'un coup un peu cette couleur en écriture, parce qu'il a aussi mis sa patte dans l'écriture. Parce qu'à la fois, il y a de l'enquête, ça se passe chez les flics, et en même temps, il y a un humour, un humour assez dingue. Le plus drôle, c'est les rapports humains, en fait. Bien sûr, c'est les rapports humains. C'est ça qui est vraiment le plus drôle dans Mercato, c'est ce que je voulais. Et puis, évidemment, il y a l'enquête, mais qui est, je le dis, même si elle est quand même là, mais en fond de toile, c'est l'enquête. Mais surtout, c'est tous ces moments d'enquête qu'ils ont entre eux. Ils se prennent la tronche, ils sont pas d'accord. Enfin, c'est très, très agréable. Et puis, vous êtes une sorte de Pierre Richard, on peut le dire quand même. Moi, ça m'a fait penser au Ripou, en fait, à Thierry Lhermitte qui arrive. On fait des comparaisons. Merci. Oui. Non, mais c'est vrai, le côté que vous vous retrouvez face à une bande une bande de jeunes sur la plage, et vous arrivez, vous dites l'autorité c'est moi, et vous vous retrouvez avec la bande. En train de chialer, qu'est-ce qu'on a rigolé là. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Et je me fais d'ailleurs dans un autre épisode pareil, je dis qu'il n'y a pas de zone de non-droit en France. Ok, je vais faire le grand nettoyage XXL de Macron, et je vais sur un coin de chouffe, et je peux vous dire que ça se passe pas du tout comme je pense que ça devrait se passer. C'est ça qui est drôle en fait, c'est le décalage, il y a des ressorts, et vous avez un anti-héros. Un anti-héros, mais un potentiel comique qui est quand même énorme. C'est gentil, merci. Mais vraiment, quand rien que votre tronche, parfois, juste sans rien dire, on éclate de rire. Parce que c'est, merci. Et puis il faut jouer les choses avec toute mon équipe, Coffs, les autres flics qui sont avec moi. Qui sont incroyables. Ouais, il faut jouer premier degré. Premier degré. C'est la situation qui va être le plus drôle, donc il faut toujours essayer, se dire, jouons les choses premier degré, et c'est après tout ce qu'il y a autour et les textes qui font que c'est drôle. Alors il y a 3 flics avec vous, Manon Azem qui est magnifique. Moi je la connaissais pas, superbe actrice. Ilyes Kadri et Foued Naba. Alors ils sont tous, c'est un peu les pieds nickelés. Ils le sont pas tant que ça. Ils apparaissent pieds nickelés quand vous arrivez, qu'il y a le tout petit. Salut mon frère. La fouine un peu là. Voilà. Et puis le gros baraquet. Qui parle comme ça, qui est un mec, il bouge pas quoi. C'est un ours quoi. Et on sent qu'il y a un grand cœur derrière. On va le voir au fur et à mesure dans les épisodes. Et Pierre-François Martin Laval qui fait le commissaire aussi un peu. Pierre-François, pour la petite anecdote, parce que je trouve ça formidable, qui est un super comédien, qui est un réalisateur. Enfin, moi j'ai travaillé, c'est un ami à moi, on a travaillé beaucoup ensemble, on a fait Les Profs, Gaston Lagaffe, on a fait plein de choses ensemble. Il m'a appelé, il m'a dit Arnaud, j'ai entendu dire qu'il y avait une série qui allait se faire à Marseille. Il est de là-bas, lui, il vit là-bas. Il m'a dit, tu sais, j'aimerais bien passer le casting. Pour un rôle, je trouve ça génial, formidable, qu'un mec humble. Et donc j'ai appelé la production itinéraire, Anthony Lancré par exemple. J'ai appelé Anthony, je lui ai dit Anthony, il y a PEF qui serait intéressé pour jouer. Et Anthony me dit génial. Et donc il a tout de suite dit putain, mais ça serait formidable en commissaire. Et il est devenu commissaire de la série, et il est drôle parce qu'il a cette poésie, cette absurdité parfois. Oui, puis le côté fonctionnaire qui fonctionne bien. Exactement. Et il est très très drôle dans la série. Et on le voit d'ailleurs dans son discours, il est très drôle dans la fin du premier épisode. Et on voit là le serpent un petit peu. Il est très drôle. Et alors moi, ce que je voulais dire, est-ce que ça vous a plu aussi que ça soit ancré dans la réalité, c'est-à-dire qu'on montre d'autres méthodes de la police et la difficulté qu'ont ces policiers justement à Marseille? Je me suis pas penché sur ça. Mais j'imagine que des fois souvent on dit c'est quand même caricatural et tout. Mais je sais pas si des fois on est si loin de la vérité ou quand même ou pas. Alors peut-être certainement parfois. Mais je me dis que des fois, alors ça va aussi pour les méthodes de flics peut-être. Et puis je ne connais pas suffisamment le dossier de la police là-bas, mais je me dis que c'est vrai qu'il y a c'est tellement une ville à part que je me dis que ça doit fonctionner pour tout en fait. Et ça fonctionne peut-être aussi pour la police d'être un truc à part. Quoi. Vous avez eu des retours ou pas des Marseillais, parce que vous jouez à fond sur les clichés de Marseille. J'ai eu des bons retours, parce que attention, c'est gentil, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Je veux dire, il y a un moment. L'autre fois on tournait, il y avait 4 caméras autour de nous, 4 caméras. Il y avait 2 caméras, il y avait toute l'équipe technique. Et là, il y a un mec qui arrive et qui passe dans le champ, mais rien à foutre. Il passe dans le champ, il me regarde, il me fait hey, Scar, toi t'es le Parisien, t'es le policier, t'es le gentil, nous on est les voleurs. Je dis mais attends, j'ai rien dit. C'est drôle. C'est vraiment Marseille quoi. Le mec qui passe et puis il se barre. Voilà. Non, ils sont passionnants, et puis dans tout, ils sont hauts en couleur dans tout quoi. C'est-à-dire que Est-ce que vous en avez profité sur ces 5 mois pour aller voir un match de l'OM? Bien sûr.
Bien sûr, je suis allé voir un match de l'OM. Bien évidemment, j'ai rencontré Basile Boli, quelle chance, Jean-Pierre Papin, avec qui j'avais échangé quelques ballons. Ouais, moi j'étais fou de Marseille quand j'étais gamin. Chris Waddle, je me suis un peu éloigné du foot, mais j'adorais Chris Waddle, c'était mon héros. Pour ceux qui connaissent, Jean-Pierre Papin à l'époque, c'était mes héros. Et voilà, et donc Basile Boli. Ouais. Et donc voilà, c'est sûr que maintenant de les croiser, d'aller voir le match là-bas. L'OM, c'est mon fils est venu avec moi, il m'a dit mais ils arrêtent jamais de crier, papa. J'ai dit non, c'est comme ça. Il a vu la série, votre fils? Ouais, il a beaucoup aimé. Ouais. C'était important d'ailleurs. Ouais. J'ai demandé d'ailleurs pour ses copains à l'école, je lui dis moi tes potes ils ont aimé et tout, et il m'a dit ouais ils ont vachement aimé. Donc, oui, parce que c'est une série vraiment familiale au sens large du terme. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Oui, puis il y a aussi des moments tendres quand vous parlez à vos enfants, quand vous voyez que vos enfants s'éloignent, ou la petite fille dans le premier épisode, où bon, après il y a la fusillade quand même. Ouais. Mais c'est un bon papa mon personnage. C'est un bon papa qui aime ses enfants, évidemment, heureusement, comme tout père devrait aimer ses enfants. Donc voilà, et c'est vrai que j'aimais insuffler ça aussi dans le personnage. Enfin, c'est écrit, mais ça me plaisait effectivement qu'il y ait cette résonance aussi. Il y aura une saison 2 ? A priori, oui. Je pense, vu les audiences. Ouais, et puis j'ai beaucoup de retours des jeunes. J'ai beaucoup de retours d'ados. Vous savez, moi, c'est un peu dans l'air, mais le lendemain, quand on est passé jeudi dernier, j'ai 4 jeunes, on va dire, entre 18, 14, 16, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, waouh, trop bien la série. Donc je me suis dit, ça m'a fait plaisir. Alors on n'arrête pas de faire des comparaisons. Un autre me parle de Taxi. Il me dit, c'est le nouveau Taxi. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a aussi de ça un peu. Bah ouais. Il y a eu de la poursuite de voiture. Il y a de la poursuite de voiture, puis il y a le fameux commissaire Pef qui est là en train de se battre avec tout le monde qui gueule, qui ne fait que gueuler, qui est dépassé par les événements. Et les scènes de tarte, demande aussi un auditeur. Est-ce que quand vous prenez des coups de poing et tout ça, c'est vraiment joué? Comment on joue les scènes de bagarre? Alors moi, les coups de on répète les chorégraphies, mais les coups de poing, non, parce que tu fais 10 prises, 10 patates dans la... Tu tombes par terre. Mais en revanche, les gifs, moi j'aime bien quand on me la met vraiment. Ah ouais? Ouais, alors après, selon l'axe de la caméra et tout, ça fonctionne. Ouais. Mais j'aime bien. D'ailleurs, dans l'épisode que vous allez découvrir ce soir ou demain, ce soir, dans il y en a deux ce soir. Dans le deuxième ou le premier, ils ont vachement accentué les bruits de claques. Et il y a un moment, Pef qui met une claque sur la main de Manon Azem qui veut prendre un bonbon. Mais je l'ai repassé 4 fois, je crois. Tellement je me suis dit, c'est pas possible. Et les cascades, vous aimez bien les réaliser vous-même ou pas? En tant que possible, ça me plaît parce qu'on est entouré par des professionnels qui sont là pour faire les choses bien. Mais il est vrai que sur le Prado, par exemple, sur le premier épisode, c'était moi dans la voiture avec qui doit attraper la petite. Ouais, à fond et tout. Moi, j'adore ça. Ouais. C'était génial, mais on est protégé. Oui, tout est fait. La fille, elle est vraiment passée d'une voiture à une autre. Ça après, on triche un peu, mais. Parce que je me suis dit. Non, mais la petite, formidable. Oui, incroyable. Très grande actrice. Ce soir, donc, on va vous retrouver Arnaud Ducret dans Mercato. Formidable série, vraiment, c'est sympa, ça vous fait tout oublier. Vous êtes formidablement drôle. Immense talent de Manon Azem, Ilyes Kadri et Foued Naba. Et puis Pierre-François Martin Laval que vous avez cité, produit par Anthony Lancret, on va tout dire, et Pierre Legier, et réalisé par David Oureg, Simon Astier et Gaël Le Forestier. David Oureg, David Oureg, Simon Astier, Gaël Le Forestier. Et Gaël Le Forestier, Gaël Le Forestier qui était à la télé. Qui est mon ami depuis, bien sûr, qui est mon ami depuis plus de 20 ans. Et je lui ai dit, ça serait bien que tu réalises. Et puis il a fait les deux. Et les 2 premiers épisodes sont sur TF1+, pour ceux à qui on a donné envie d'aller voir. Merci à vous Arnaud Ducret, on a hâte de vous revoir sur scène aussi. Merci à vous. Et tout de suite, Noël Bréham, on va être plus dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Sud Radio, le supplément média. C'est Noël Bréham. Bonjour Noël, vous êtes journaliste, animatrice, on vous a longtemps entendu sur France Inter, puis surtout Silence ça pousse. Vous avez été l'un des visages de cette émission. Vous publiez Tête en l'air et Pieds sur terre aux éditions Salamandre et on est ravis de vous recevoir parce que d'abord vous êtes un des grands noms de l'audiovisuel, qu'on a envie de savoir ce que vous devenez parce que vous avez marqué quand même des générations entières et dans ce livre, vous nous racontez que finalement, ce lien à la nature, vous l'avez toujours eu, même petite. Un rapport très fort à la terre et à la nature. Bonjour Valérie, merci de m'inviter. En plus, je suis contente de voir vos locaux. Ils sont beaux, hein? Oui, ils sont magnifiques. Et puis, en fait, moi, dès que j'entends la radio... En plus, particulièrement chez vous, c'est chaleureux, on vous entend échanger, là, oui, on s'entend bien. Là, je vois Gilles, Valérie. Et quand on écoute la radio de chez soi, on imagine. Ouais. Comment vous pouvez être en studio. Et donc, je suis contente de voir ce que j'ai si souvent imaginé. Vous vous souvenez comment vous démarriez vos émissions? Est-ce que vous aviez des gimmicks, des choses ou pas du tout? À la radio?
Non, j'étais comme tout le monde. Il y a eu des petits bateaux sur France Inter pendant de 97 à 2022. C'est pas mal, hein. Longévité incroyable. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que j'ai été virée. Voilà. Ça nous arrive à tous à un moment. J'ai eu un différend administratif, un bras de fer. Sur vos contrats, c'est-à-dire que vous n'aviez pas des contrats très légaux, en fait, ce qui était incroyable pour le service public. Ce que je ne savais pas, parce que je ne sais pas lire un contrat. Alors, en fait, il faut s'adresser à Maître Sibylle, c'est celui qui a soulevé le lièvre. Et j'avais juste besoin d'un renseignement. Et donc, je lui ai demandé à lui. C'est un jeune avocat. Et il m'a fait, oh là là, mais c'est quoi ce contrat ? Mais je serais jamais allée voir un avocat parce que moi je connais rien, et en fait c'est parce que mon fils est avocat. Alors je lui dis, mais est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Il m'a dit non, c'est pas du tout mon domaine, j'y connais rien. Demande à mon copain Maître Sibylle qui lui est dans le droit du travail et saura te le dire. Donc vous étiez en CDD depuis 40 ans. Et c'est là qu'il est tombé de sa chaise, Maître Sibylle. Il m'a dit mais c'est pas normal. Enfin bon, montrez-moi un autre contrat. Il me dit celui-là il est bizarre. J'en ai montré un autre. Il a refait oh là là. Mais c'est quoi ça ? Ce qui est arrivé à beaucoup de gens dans le service public. Mais est-ce que lorsqu'on a autant donné pour le service public, il y a un sentiment de trahison comme encore ? Non. Et moi j'ai eu un sentiment en me disant mais que j'ai été sotte. Que j'ai été naïve et sotte. C'est un petit peu tout ce qui quand on soulève quelque chose de pas normal, c'est pour ça que pendant tellement longtemps, c'est beaucoup moins grave que les atteintes sexuelles, hein. Mais c'est le même procédé. Tout d'un coup, on se dit, mais j'ai marché dans la combine. Ah, vous pensez que vous avez été sous emprise de Radio France ? Je pensais que j'étais sous emprise de ce métier qui me passionnait, qui me passionne toujours. J'ai eu énormément de chance. Je suis pas une martyre. On l'est tous. Et j'étais pas au tapin, j'étais pas au fond de la mine. C'était amusant. Bien sûr, il y a toujours et comme tout ça est vrai, du coup, on se rend pas compte. Oui, mais on peut pas être animateur ou animatrice à 50%. On est forcément on donne à 100%. Et alors ? Oui. Du coup, on dépasse certaines limites légales ou autres. Parce non, qu'on n'est pas, c'est pas. Enfin, il m'est arrivé la même chose et je pense qu'on fait pas du tout attention au contrat. Et quand il y a des patrons qui font pas du tout attention, à moins d'être doué pour ça. Moi, je comprends rien. Mais attendez, lisez un contrat. On comprend rien. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé au secours Maître Sibylle qui est jeune et dont c'est le métier. Faites de la pub. On va parler l'appeler Maître S. On va parler donc déjà il y a eu Silence ça pousse. En fait ça s'est arrêté en 2015. C'est incroyable. Parce que cette émission, elle est toujours dans... Ah non, mais ça continue, Silence ça pousse. Mais avec vous, je vous invite à la regarder. Oui, bien sûr, on la regarde avec Stéphane Marie, mais vous, on avait l'impression que vous êtes arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, ça fait loin, ça fait mais moi non plus, je ne me rends pas compte, ça fait presque 10 ans. Et ça a été une expérience. Comment ils sont arrivés à vous ? Alors vous racontez, il faut vraiment lire votre livre parce qu'il y a énormément de poésie, beaucoup de, c'est très personnel, mais vous parlez beaucoup de la nature, de l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et ce sont des petits chapitres assez courts. Vous parlez de Belle-Île, vous parlez de plein de choses, et vous parlez évidemment de Silence ça pousse. Donc peut-être expliquer à nos auditeurs comment, quand on est à la radio, on se retrouve dans cette émission. Par hasard. En fait, alors, rapport au sujet précédent, il fallait pas que je mette tous mes œufs dans le même panier parce que je savais que France Inter, ils pouvaient me virer du jour au lendemain. J'avais 2 enfants. Donc, il fallait absolument que j'ai un autre métier. C'est ce qui m'a amené à la télévision. Je travaillais déjà à France 5. Je faisais une émission qui s'appelait La 5e rencontre, Société. Facile, un docu, un débat, et c'était de plus en plus dur. C'était les toxicos, les accouchements en prison, les incestes, et une année, je leur dis, moi, je finis la saison, et après j'arrête. Moi, je peux pas passer ma vie dans des histoires aussi tristes. En plus, comme je suis une lente, je travaillais beaucoup. De toute façon, l'émission s'est arrêtée, et je leur ai dit, moi, j'ai besoin de m'aérer. Et quelque temps après, France 5 m'appelle et me dit, t'as toujours envie de t'aérer ? Va. Va donc, si ça te dit, dans co-animé Silence ça pousse avec Stéphane Marie, qui lui faisait déjà un Silence ça pousse, mais sans animateur, avec juste des conseils de jardinage, on voyait que ses mains. Et ses petits crayons ? Pas encore. Pas encore. Ah, c'est avec vous, les crayons de couleur ? Oh, c'est pas moi, c'est lui et ses crayons. Il n'a pas besoin de moi pour faire le nez. C'est incroyable, ce moment où il dessine avec ses crayons et qu'ensuite on voit le résultat. Vous êtes toujours en contact ou pas ? Non, plus du tout. Ça c'est.
Non. Est-ce qu'il s'est occupé de votre jardin? Est-ce que vous avez un jardin? On n'est pas en contact, mais on n'est pas fâchés. Je voudrais préciser que nous ne sommes pas mariés à la ville. Oui, il y a des gens qui l'ont cru. Oui, c'est pour ça que je dis ça en riant. C'est rigolo. Ouais. C'est drôle. Vous parlez beaucoup de la marche, de l'importance de la marche, que ce soit au bord de la mer, dans la campagne. C'était la commande. Ouais. C'est un livre de commande, c'est une collection chez Salamandre sur la marche. Et donc oui, vous parlez du Mont Saint-Michel. J'ai beaucoup aimé ce passage, oui, on marche, qui est l'endroit le moins on va dire isolé, pas glamour, mais où il y a un monde de dingue, quoi. Donc et pourtant il y a un monde de dingue, et pourtant là il y a une spiritualité qui est là. Mais encore une fois, on peut croire à ce qu'on veut, un peu, vraiment ça n'a aucune importance. Il y a un truc au Mont Saint-Michel, et pourtant pour qu'il y ait un truc entre le parking, le petit train, les marchands de glace, de frites, de canifs, de drapeaux, la cohue, les gens qui se bousculent, c'est une horreur. Hein. Ouais. Alors il y a deux choses qui s'opposent. Il y a ceux qui décident de marcher en écoutant la musique et ceux qui disent je ne veux pas mettre de casque sur mes oreilles pour pouvoir penser et réfléchir. Vous êtes de quelle école? Vous marchez avec de la musique ou sans musique? Les deux. Quand il y a des oiseaux, bien sûr sans musique. Quand on est au bord de la mer, bien sûr sans musique. En général, vraie nature, bien sûr sans musique. Et puis il y a des moments où parfois on s'ennuie en marchant. Et on se dit j'appellerai bien ma copine, voilà, et on papote, et du coup 1 heure de marche paraît 5 minutes, c'est comme tout. Même si la marche est géniale, il y a des jours où on n'a pas envie. Hein. Vous marchez beaucoup encore? Ouais. Moi, je pense que ça m'a sauvée. Là, par exemple, avant de venir ici, j'ai laissé, comme moi je me perds tout le temps, j'ai laissé une heure d'avance. Eh bien, je suis allée marcher. J'ai fait près de chez vous, il y a un cimetière. Là, il fait beau aujourd'hui. Et je suis allée marcher une demi-heure. Alors avant, j'avais 1 heure d'avance, j'aurais marché 1 heure. Bien faire ce qu'il faut. Maintenant, non. Maintenant, j'ai marché une demi-heure et je suis allée une demi-heure au bistrot. C'est trop mal. Est-ce que la radio vous manque? Parce que on passe pas 40 ans derrière un micro et quand ça s'arrête, il y a peut-être un manque. Alors le jour où ça s'est arrêté, ça a été un trauma, faut le dire. Ça m'a quand même un peu sonné, surtout qu'en plus je pensais pas que ça allait s'arrêter comme ça. Je pensais que j'allais dire au revoir. Ça faisait 10 ans qu'on préparait la dernière, on avait des tas de petits trucs sympas. Donc le jour où ça s'est arrêté, oui, j'ai été sonnée. Et maintenant, non. Mais je suis ravie d'être là. Oui, non, mais c'est une voix, en tout cas. Vous parlez, il y a un chapitre sur l'appel de la nuit, où vous racontez que pendant des années, vous vous êtes levé à 3h30, 4h. Là, c'est aussi une autre vie. Hein. Mais moi, j'ai du bol. Vraiment, parce que je dors tout le temps, n'importe où, n'importe comment, et je peux m'endormir à 7h du soir, 0 problème. Comme dit Valérie, c'est de la chance. Celui qui peut pas s'endormir avant minuit, qui se lève à 3h. Vous avez mis un point final, ou vous aimeriez revenir dans les médias, ou maintenant vous avez ouvert un nouveau chapitre? Je sais pas, moi je me laisse porter. Oui, je sais pas. Vous aimeriez faire quoi? Par exemple, je ne bouge absolument pas. J'ai rien démarché pour continuer. Mais franchement, j'en sais rien. C'est si quelque chose, on peut pas dire fontaine. Hein, si je ne boirai plus jamais de ton eau, si une proposition croise ma route, c'est un peu comme ce sont des rencontres. Ce sont des rencontres. Des rencontres professionnelles ou des rencontres personnelles, c'est la même chose. Hein. Là, ça me manque pas pour répondre à votre question, mais c'est vrai que ça me plaît. Et vous écoutez France Inter? Tout le temps. D'accord. Et vous trouvez que ça a évolué? Pas France Inter seulement. Hein. Ah oui, vous écoutez la radio. Je vous écoute vous parce que vous êtes une radio qui représente une des rares radios Sud Radio où il y a encore une présence avec des vrais gens. Radio France, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais... Vous ne connaissez plus personne? Si, je connais encore, il y a encore des émissions qui sont formidables, mais je sais qu'il n'y a plus personne derrière le micro. Parce que ça rediffuse. Et par définition, une émission rediffusée, à la deuxième diffusion, il y a plus personne, même si au début elle était en direct. Et puis parce que beaucoup de choses sont enregistrées. Et vous êtes une présence, vous êtes là, et on le sent, on le sait. Quelqu'un qui a un peu de palais, ici, si un plat est surgelé, aussi il est frais. Je voudrais que vous nous racontiez l'épilogue. Vous aviez dédié ce livre à Sophia Amina. C'est une très jolie histoire. Ah, c'est dur, ça. C'est très dur. Et c'est vrai que ce que vous dites, quand on reçoit un livre, quand on ouvre un livre, quand on voit le nom, on se dit, mais qui c'est? Quel est le lien, etc. Et vous le dédiez à Sophia Amina.
Quand il y a des initiales, je me dis, mais c'est qui ? Voilà. Et donc, Sophia Amina, vous avez voulu lui rendre hommage. Et c'est une histoire incroyable qui vous est arrivée. Parce que j'y pense, en fait. Ouais. Je vous raconte. Oui, racontez-la. Alors c'est juste il y avait des travaux sur une route où je circulais et c'était fou cette route en travaux. Enfin, vous savez ce que c'est qu'une nationale en travaux, c'est-à-dire que les voitures rasaient une espèce de palissade et entre les voitures et la palissade, je vois une nana qui marche. Je dis mais elle est dingue cette fille. Et je m'arrête. Et je prie bien évidemment pour ne pas me faire rentrer dedans. J'ouvre la porte et je dis à la fille de monter, qui monte. Et là, je lui dis, mais vous êtes malade ou quoi de marcher là ? Vous savez que plus on a peur, plus on est agressif. C'est l'histoire de la paire de claques à la petite qui traverse la rue, quoi. Et je vois qu'elle comprend pas du tout ce que je lui dis. Et je vous l'abrège un peu. Elle me dit qu'elle vient d'Érythrée. Oui, qu'elle parle très mal français. Elle parle pas un mot de français, 3 mots d'anglais. Moi, j'en parle 2. Nous voilà un peu en difficulté pour communiquer. Et elle me dit qu'elle veut aller à Lyon. Alors je lui dis, gare de Lyon. Non, Lyon City. Et bon, elle veut aller à Lyon, c'est sûr. Puis je comprends finalement que j'ai jamais su, j'osais pas l'interroger. Je trouvais ça un peu indiscret, en fait. Et elle avait rien sur elle. Rien, absolument rien. Et voilà. Et vous l'avez recueillie pour la nuit parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Je voulais lui prendre un billet de train. Je voulais pas la recueillir. Ouais. Je voulais lui prendre un billet de train. Malheureusement, à l'agence SNCF où je l'ai emmenée parce qu'il y avait des agences encore, on me dit il y a pas de train avant demain matin. Mais qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à demain matin ? J'allais pas la relâcher dans la rue. Les gens que j'appelle autour de moi me disent mais t'es dingue d'accueillir chez toi une fille que tu connais pas. Je dis mais qu'est-ce que j'en fais ? Et voilà, et elle a passé la nuit à la maison et elle vous l'avez accompagnée à la gare et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. Non. Et toute ma vie, je regretterais de l'avoir lâchée comme ça c'est peut-être pour me déculpabiliser que je lui ai dédicacé ce livre. Elle a passé une nuit chez moi. Et je l'ai bien reçu, franchement. Hein. Je l'ai reçu comme je vous aurais reçu Valérie ou vous, Gilles, si vous veniez dormir à la maison. C'était pas une fille que j'avais ramassée sur la route. Non, mais vous le racontez très bien. Il faut laisser aussi raconter les détails. Mais je pense qu'elle pense à vous de temps en temps. Vous croyez, Gilles ? J'en suis sûr, moi. Ah, ça me fait plaisir que vous me disiez ça. Parce que comme moi, je crois à plein de trucs bizarres. Je me dis que si elle pense à moi et que moi, je pense à elle, ça peut faire J'en suis sûr, elle n'a simplement pas pu le communiquer. Ouais. Mais quand vous êtes dehors... Quand vous êtes à la rue, forcément, une main tendue, on ne l'oublie jamais. Alors, elle n'était pas encore... je pense qu'elle venait d'arriver. Elle n'était pas encore à la rue. Et elle pensait, c'est pour ça que je regretterais toute ma vie, elle pensait qu'à Lyon, elle allait avoir un plan. Moi, je pensais aussi qu'elle avait un plan. Et maintenant, je me dis qu'elle n'en avait pas. Sûrement, parce qu'elle avait rien. Tête en l'air et pieds sur terre, c'est possible d'être tête en l'air et d'avoir... tête en l'air, c'est que vous regardez le ciel, parce que vous c'est un oxymore. Oui, c'est un oxymore, mais c'est vrai que vous dites que le ciel, quand on n'a pas la mer, c'est le prolongement. C'est une sorte de miroir. Exactement, moi ça me fait du bien, puis c'est quand même un espace libre. Ouais. Faut pas trop penser... vous êtes libre, c'est ce qui ressort aussi de ce livre, c'est des courtes histoires qui font un puzzle assez intéressant sur un parcours de vie, sur des rencontres, sur plein de choses. On peut marcher le long de la mer, dans la mer, au-dessus de la mer, comme il y a des marins d'eau douce, il y a des marcheurs d'eau salée. Ça, c'est la conclusion de ce chapitre. C'est très joli. Ça vous emmènera à Belle-Île, ça vous emmènera en Irlande, ça vous emmènera dans plein d'endroits. Tête en l'air et pieds sur terre. C'est aux éditions Salamandre, Noël Bréham. Puis on espère que vous reviendrez peut-être à la radio parce que la voix ne change pas. C'est gentil. Même. Je vous renvoie le compliment, Merci. Valérie. Merci à vous et on se retrouve nous dans un instant. À tout de suite.